Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée de ce lundi 7 novembre, dont voici les principaux titres. La COP27 s'est ouverte dimanche 6 novembre en Égypte. Réduction des émissions de CO2, financement des dégâts irréversibles du changement climatique. Les sujets sont nombreux et nous reviendrons dès le début de cette édition sur les multiples enjeux de cette conférence sur le climat. Le Cameroun était en fête ce week-end pour célébrer les 40 ans au pouvoir du président Paul Biya, 4 décennies qui ont fait de lui l'un des chefs d'État africains les plus respectés sur le continent. Et nous aborderons également dans cette édition un problème majeur auquel l'Afrique doit faire face en raison de sa croissance exponentielle, c'est le besoin de transport en commun. Et on débute donc avec la COP27 qui s'est ouverte hier à Sharm el-Sheikh en Égypte. Une COP qui va tenter, comme je vous le disais, de répondre aux multiples interrogations que se pose notre monde qui voit ses températures et son dérèglement climatique s'accélérer. Mais que peut-on réellement attendre de cette COP? Quelques éléments de réponse avec Soukaina Skali. 110 chefs d'État réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte et un objectif commun, renforcer les engagements climatiques pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que nous n'avons pas le luxe de continuer ainsi. Nous devons changer nos approches face à cette menace existentielle. Nous devons chercher sérieusement et sincèrement à écouter, apprendre et comprendre les préoccupations des autres parties. Objectif ambitieux, car pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré, les États devraient baisser leurs émissions de 45% d'ici 2030. Pour le président français Emmanuel Macron, il faut pour cela faire pression sur les pays riches non européens. Il faut qu'on ait des États-Unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous. Et si je devais simplifier les choses sur les émissions, notre bataille, c'est que les plus riches soient là, qui payent leur juste part. Et là-dessus, soyons aussi clairs, j'ai besoin qu'on se dise des choses. Les Européens payent, mais simplement le problème, c'est qu'on est les seuls à payer. Et donc là, il faut mettre la pression sur les pays riches non européens, Japon, pour leur dire vous devez payer votre part. Les deux pays seront les grands absents du sommet. Alors qu'ils subissent de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique, les États participants espèrent un fonds pour couvrir les dégâts causés par les catastrophes naturelles, alors que beaucoup plaident aussi pour répartir les efforts entre pays du Nord et du Sud. C'est l'autre enjeu majeur du sommet. Je me réjouis particulièrement de l'accord des parties sur un nouveau point de l'ordre du jour concernant les dispositions de financement pour répondre aux pertes et aux dommages. Cela crée pour la première fois un espace institutionnellement stable dans l'ordre du jour officiel de la COP et de l'accord de Paris, la question urgente des dispositions de financement nécessaires pour faire face aux lacunes existantes et répondre aux pertes et aux dommages. Les pays riches étant les plus gros émetteurs, le continent africain, lui, peut se targuer d'une émission dérisoire à hauteur de 4%. Pourtant, il s'agit du continent où les effets du dérèglement climatique se font le plus sentir. Selon l'ONU, plus de 100 millions d'Africains sont menacés par le réchauffement climatique d'ici à 2030. Et pour illustrer la situation terrible que vivent certains pays en raison du dérèglement climatique, rendons-nous au Kenya où le bétail, ressource indispensable pour la survie des populations, n'a plus que la peau sur les os. Valentine Exantus. Sur ces terres kenyanes arides, les animaux n'ont plus que la peau sur les os. Progressivement, la sécheresse a affaibli le bétail des éleveurs. Eux qui dépendent de leurs bovins pour survivre ne savent plus à qui s'en remettre. On souffre, on vit de notre bétail, mais vous pouvez voir que nos vaches sont en train de mourir et que certaines sont incapables de rester debout. On est incapable de prendre soin de nos enfants. Certains éleveurs ont perdu jusqu'à 75% de leurs bêtes, tuées par la faim et la soif. Après les 4 saisons d'affilée de pluies insuffisantes, le Kenya subit une sécheresse d'une intensité inédite depuis 40 ans. Par conséquent, la faim a également fini par toucher au moins 4 millions de personnes sur une population de plus de 50 millions d'habitants. À présent, la survie du peuple représente l'une des grandes préoccupations. Les gens vont commencer à mourir. On s'inquiète maintenant de perdre des vies et non plus du bétail. Une vache qui se vendait entre 40 et 50 000 shillings kenyans se vend maintenant pour 1000 shillings. En réponse à ce problème d'ordre humanitaire, l'ONU a récolté plus de 28 millions de dollars.
Malgré ce budget injecté par le gouvernement et les organisations internationales, la situation ne semble pas près de s'améliorer. Les populations locales, qui ont fait des animaux d'élevage leur source de revenus, perdent espoir. Il ne nous reste plus qu'à mourir. Le bétail et les chèvres sont tous en train de mourir et de pourrir. Même les chiens ont peur de manger les carcasses. D'après l'ONU, 2,4 millions d'animaux sont déjà morts à cause de la sécheresse au Kenya. Ce secteur de l'agriculture, qui représente 20% du PIB kényan, se transforme en mode de vie précaire pour les agriculteurs, entraînant une hausse du banditisme dans les régions les plus arides, notamment des vols de bétail et des cambriolages. Au Malawi, les réfugiés congolais sont de plus en plus nombreux à trouver refuge dans le seul camp que possède le pays. Un afflux qui s'explique par les combats qui font rage entre le M23 et les forces armées congolaises à l'est du pays, que la population tente de fuir à tout prix. Un nombre important de réfugiés qui inquiète le programme alimentaire mondial, qui redoute une crise humanitaire. Mathieu Nicolas. Il devait accueillir au maximum 10 000 réfugiés. Désormais, il compte aujourd'hui près de 56 000. À une quarantaine de kilomètres de Lilongwe, la capitale du Malawi, le camp de Dzaleka est confronté à un afflux de réfugiés. La plupart, c'est-à-dire 62% d'entre eux, sont congolais. Ils ont fui les troubles qui s'intensifient dans l'est de la République démocratique du Congo. Le camp de Dzaleka est surpeuplé. Une situation alarmante pour le programme alimentaire mondial. Les conflits dans la région des Grands Lacs, en particulier en République démocratique du Congo, ont entraîné un flux continu de réfugiés au Malawi depuis plus de 2 décennies, avec une récente recrudescence des nouvelles arrivées. Résultat, le camp rencontre des difficultés. Ces dernières semaines, 600 familles sur les 11 000 du camp ont dû être retirées des listes des bénéficiaires de distribution alimentaire, faute de moyens. Alors, certains tentent de se faire de l'argent en ouvrant un petit commerce pour ensuite s'offrir de quoi se nourrir. Mais cette surpopulation provoque aussi des tensions. La semaine dernière, certains ont immobilisé une voiture du programme alimentaire mondial afin de manifester leur colère. En Tanzanie, un avion de ligne de la compagnie aérienne Precision Airfly qui transportait 39 passagers et 4 membres d'équipage s'est écrasé ce dimanche dans le lac Victoria alors qu'il tentait d'atterrir dans un aéroport situé à proximité. Alors qu'il est 26 personnes ont été secourues et évacuées vers l'hôpital. Je vous propose d'écouter Kassim Majaliwa, Premier ministre de Tanzanie. Je vous présente à tous mes condoléances pour vos grandes pertes. Je tiens aussi à vous assurer que nous n'aurons pas de répit tant que l'enquête n'est pas finie et que l'on ne connaît pas la cause de cet accident, en particulier ce qui a vraiment provoqué le crash de l'avion. En Guinée-Conakry, un bus qui transportait essentiellement des élèves et des étudiants est entré en collision avec un camion faisant au moins 21 morts. Un drame malheureusement prévisible en raison du mauvais état des routes et de l'imprudence des conducteurs. Cet accident dramatique révèle également un problème majeur auquel le continent doit faire face, c'est le besoin de transport en commun. Un défi immense mais vital à l'heure où le continent est confronté à une urbanisation croissante et à une explosion démographique, comme à Lagos, où les embouteillages paralysent quotidiennement cette ville de 20 millions d'habitants. Valentine Exantus. Ces minibus jaunes, souvent en mauvais état, transportent au quotidien au Nigeria des milliers de personnes. À Lagos, la capitale économique du Nigeria, ces bus jaunes constituent le réseau de transport informel le plus abordable. Dans cette ville de plus de 20 millions d'habitants, les services publics sont quasi inexistants. Alors que chaque jour, les résidents de l'ancienne capitale du Nigeria font face à d'énormes problèmes de circulation. Est-ce que le Nigeria est censé être comme ça ? Toute cette circulation à laquelle nous sommes habitués, à l'aller comme au retour, nous ne sommes pas censés y faire face. Tout le monde doit se dépêcher pour se précipiter pour aller au travail et se dépêcher à nouveau pour rentrer à la maison et tout le temps faire face à la circulation. Lagos, qui est déjà l'une des villes les plus peuplées d'Afrique,
risque de devenir la plus peuplée au monde d'ici 2100. Cette future mégalopole, comme d'autres villes d'Afrique, doit jongler entre l'absence ou l'inefficacité des transports en commun, sur des routes bien souvent abîmées, encombrées de véhicules, mais aussi de commerçants. Pour certains, pas d'autre alternative que de passer par les voies maritimes. Je prends normalement le bateau tous les jours afin d'arriver à l'heure au bureau. Par bateau, ça met en moyenne 20 à 25 minutes, contrairement à la route où ça peut prendre 1h30, voire 2 heures. Les autorités locales tentent de développer de nouvelles options pour gérer au mieux l'expansion démographique de Lagos. Des options qui se doivent de répondre à l'attente des habitants, mais aussi au respect des enjeux environnementaux. Lagos est une ville congestionnée. Nous devons donc évidemment trouver des alternatives. C'est pourquoi le gouvernement de l'État de Lagos a entrepris un développement durable du système de transport maritime. Selon la directrice de l'autorité des transports de l'État de Lagos, pour que l'économie d'une ville prospère, le système de transport doit être adéquat et efficace. C'est pourquoi l'État de Lagos prévoit des plans ambitieux comme la création d'un nouvel aéroport ou encore un réseau de transport public qui comprend trains, bus et ferries. Je vous le disais en titre, le Cameroun était en fête ce week-end pour célébrer les 40 ans au pouvoir de son président Paul Biya. Élu pour la première fois le 6 novembre 1982, celui que l'on surnomme affectueusement le Sphinx est aujourd'hui l'un des dirigeants africains installés depuis le plus longtemps au pouvoir. Mathieu Nicolas. Une cérémonie grandeur nature pour célébrer les 40 ans au pouvoir du président Paul Biya. Sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé ce dimanche, des milliers de partisans du chef de l'État n'ont pas voulu se faire compter l'événement. C'est une seule réaction, un seul mot d'ordre, mobilisation sans faille derrière le chef de l'État, le président de la République. Parce que 40 ans de pouvoir sans partage, ça ne se donne pas. À 89 ans, le président camerounais est le deuxième dirigeant au monde ayant accumulé une quarantaine d'années de règne, à l'exception des monarques. Une longévité au pouvoir critiquée par ses détracteurs. Paul Biya est à son 7e mandat depuis sa réélection en 2018, mais bénéficie malgré tout du soutien d'une bonne partie de la population, notamment pour la stabilité que connaît le pays depuis son règne. Il y a la Constitution, on respecte les textes constitutionnels. Pour le moment, son mandat court encore. Vous voulez que nous chassons notre président alors que son mandat n'est pas terminé? Donc nous sommes fiers de lui. Bon, le reste, l'avenir nous dira, que ce soit long ou pas. L'essentiel est que nous soyons en paix. À l'occasion de ces 40 ans d'anniversaire, les jeunes du RDPC souhaitent, eux, être plus présents dans les cercles de décision du pays. Il est important également que le chef de l'État fasse confiance à la jeunesse. Les jeunes sont dotés de beaucoup de potentiel, mais ne sont pas représentés dans les décisions, dans les postes de gouvernement. Donc pour ce 40e anniversaire, en rendant déjà grâce au Dieu, au bon Dieu, pour ce don, nous exhortons le président Biya à continuer de mener la bataille pour que les jeunes puissent également être représentés dans les cercles de décision. Absent physiquement à cette célébration organisée par son parti politique, le portrait du président trône majestueusement sur la façade de l'hôtel de ville de Yaoundé, la capitale, ou encore à la tribune officielle de la cérémonie. De Yaoundé à Douala, en passant par Bafoussam, partout dans le pays, les 40 ans de pouvoir du chef de l'État Paul Biya ont été célébrés avec engouement. En France, la diaspora camerounaise était aussi de la fête avec un rendez-vous organisé ce week-end afin de permettre aux Camerounais de prendre part de façon active à cet anniversaire. Et comme vous pouvez l'imaginer, Télé Sud était présent. On écoute Christelle Dongo, la présidente de la section nord du RDPC. Il représente l'unité, un symbole, il représente une histoire, une vie, la vie d'un homme, la vie d'une icône, la vie d'un père, d'un patriarche, d'un grand-père qui a sacrifié sa vie pour le Cameroun, qui s'est consacré à un pays où il s'est mis au service de tout un pays, et ceci pendant 40 ans
à la tête de ce pays-là, sans compter les années qu'il a passées avant cela comme haut fonctionnaire de l'administration camerounaise. Donc vraiment, c'est pour moi une grande émotion parce que pendant 40 ans, lorsque je regarde derrière, je me dis, mais quel bonheur, quelle joie. Plus de 4,5 millions d'Ukrainiens toujours sans électricité dimanche soir. Les délais de livraison d'iPhone plus longs en raison du confinement d'une usine en Chine et des inondations et des glissements de terrain suite à des pluies extrêmes aux Antilles. C'est le reste de l'actualité. 4,5 millions, c'est le nombre d'Ukrainiens qui étaient encore sans électricité dimanche soir, la plupart à Kiev et dans sa région. Les chiffres ont été donnés par le président ukrainien lui-même. Volodymyr Zelensky a reconnu que la situation était très difficile. La compagnie nationale d'électricité, Ukrenergo, prévoit un nouveau déficit énergétique pour lundi et des coupures tournantes. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a demandé aux habitants de prendre leur disposition en cas de coupure généralisée d'électricité et d'eau. La consommation en énergie devrait être réduite de 30% pour stabiliser le réseau, a expliqué Ukrenergo. En raison des restrictions anti-Covid en Chine, la production de nouveaux iPhones sera réduite et les délais de livraison devraient s'allonger, a prévenu Apple. La firme américaine devrait produire 2 à 3 millions d'iPhones au moins ce trimestre à cause du confinement du principal site de production situé à Zhengzhou. Depuis octobre, le groupe taïwanais Foxconn, principal sous-traitant d'Apple, est confronté à une hausse de cas de Covid-19 sur cet immense site. Parmi les modèles touchés, il y a les fameux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Des pluies diluviennes se sont abattues dimanche sur plusieurs communes de la Guadeloupe, provoquant des inondations et des glissements de terrain, quelques semaines après la tempête Fiona qui a causé de gros dégâts sur l'île. La Guadeloupe a été maintenue en vigilance orange pour de fortes pluies et orange par Météo France. En Martinique, de nouveau placé dimanche en vigilance jaune. Après avoir été hissé en orange samedi, des averses se sont abattues sur le nord-est de l'île. Des glissements de terrain se sont notamment produits sur la commune de Sainte-Marie. En France, c'est aujourd'hui que le Sénat examine en première lecture le projet de loi de financement de la sécurité sociale frappé d'un 49-3 à l'Assemblée nationale. Une centaine d'amendements ont déjà été proposés en commission et des centaines d'autres seront discutés en séance publique. Aux États-Unis, c'est demain que les Américains vont voter pour les midterms. Les élections de mi-mandat, un vote qui permet aux électeurs de renouveler l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Des élections qui se transforment souvent en référendum sur le locataire de la Maison-Blanche. Et selon les tout derniers sondages, cette édition 2022 ne devrait pas faire exception. Et avant de terminer cette édition, direction Berlin, où une grande peinture murale a été inaugurée en signe de résistance et d'unité avec l'Ukraine. Elle a été réalisée par l'artiste allemand Denis Schuster et l'artiste ukrainien Andrei Khalkov. Une collaboration pour montrer que l'Ukraine fait partie de la communauté de l'Union européenne et qu'elle partage les mêmes valeurs de démocratie, de liberté d'expression ou encore d'égalité. C'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous. Au revoir, à demain.